Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous voir si nombreux, très probablement attirés par le désir d'entendre l'absent du jour, en l'occurrence Nicolas Bourriaud, qu'une conjonction de données défavorables tient loin de nous ce soir. Il évoque des soucis de santé apparus hier soir, mais d'autres difficultés de locomotion peuvent aussi être mise à contribution pour expliquer cette absence. On le regrette parce qu'on se réjouissait de le recevoir avec Jérôme Delormas, l'homme en orange, et Jean-François Dumont, l'homme en bleu ou en noir. Deux autres des directeurs des principales écoles d'art d'Occitanie. La question pour nous était moins au départ de se demander à quoi servent les écoles d'art. On en a une certaine idée, mais peut-être qu'il serait bon de l'expliciter. Mais c'était de prendre acte de l'arrivée de 3 nouveaux acteurs dans cette scène des écoles. L'arrivée de Jérôme à la tête de l'ISDAT et la récente et très significative évolution de l'ISDAT. L'arrivée de Jean-François Dumont à la tête de l'école d'art du site de Pau et Tarbes. Je m'exprime à peu près bien. Il y a 5 ans, mais c'est encore récent. En tout cas, tu es le dernier en date, si je puis dire. Mais c'est aussi un symptôme tout à fait caractéristique de l'évolution des institutions scolaires dans le champ de l'art que la fusion de 2 sites. On a vu ça dans d'autres régions comme la Normandie, avec Rouen-Le Havre, qui ne forme plus qu'une seule école. Et puis, nous qui sommes un acteur de la scène de l'art à Toulouse et en Occitanie, nous avions à cœur de faire s'exprimer dans nos locaux les acteurs de la transmission des compétences dans le champ artistique au sens élargi du terme. Transmission de compétences, c'est une autre manière de dire enseignement de l'art, sachant que c'est une question qui reste ouverte, de savoir si on peut enseigner l'art et à quelles conditions peut-on l'enseigner. Alors, l'idée de ce soir, c'est de donner la parole à mes camarades et aussi à vous la donner au fur et à mesure si vous souhaitez intervenir dans la discussion. Il y a beaucoup de choses à dire à propos des écoles. Elles sont en pleine évolution, parfois en crise, mais en tout cas, elles sont méconnaissables si on les compare à ce qu'elles étaient du temps, par exemple, où j'en dirigeais une, celle de la Villa Arson. Je mesure un chemin parcouru tout à fait considérable sur le plan des modes de faire, des structures, des idées, et peut-être aussi des orientations. Où vont-elles aujourd'hui, les écoles d'art, et servent-elles à la cité, et à quel titre ? C'est peut-être ce à quoi nous parviendrons à esquisser des réponses. Voilà. Donc, pour commencer, je souhaiterais que nos invités présentent leur école, ce qu'elle est, ce qu'elle enseigne et comment c'est structuré. Voilà. Et ensuite, on rentrera peut-être dans des questions de contenu plus particulièrement, mais une carte d'identité des écoles. Commençons par Jérôme, notre prochain voisin. Bonsoir, merci, vous m'entendez ? Oui. Alors peut-être pour dire rapidement ce qu'est l'ISDAT, déjà faire un tout petit point d'histoire. Bon, vous dire que je suis récent, donc j'ai justement personnellement pas une connaissance intime de l'histoire de cette maison. J'y suis depuis 1 an. Par contre, vous dire que nous avons été constitués en EPCC, en établissement public de coopération culturelle, comme la plupart des écoles, je crois, désormais, même complètement, pour être en phase avec les accords de Bologne en 2011. Et à ce moment-là, les financeurs de l'ISDAT, enfin de ce qui n'était pas encore l'ISDAT, ont souhaité réunir deux établissements préexistants. L'un était l'école des Beaux-Arts et l'autre était le Centre d'études supérieures musique et danse, qui était une association. Et donc le PCC, qui a été créé en 2011, a réuni ces 2 structures qui n'ont
pas exactement les mêmes missions, les mêmes objectifs, les mêmes diplômes, etc. Mais voilà, il y avait la volonté de tenter quelque chose qui puisse aboutir à un établissement d'enseignement artistique pluridisciplinaire. Et moi, mon arrivée, elle est notamment pour poursuivre cette construction, si vous voulez, d'un établissement pluridisciplinaire, c'est-à-dire ne pas s'en tenir à une mutualisation, puisque souvent les créations de PCC ont été une manière, disons, de mutualiser, de faire des économies, de travailler. Oui. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est qu'un EPCC? Un EPCC, oui, pardon. C'est un établissement public de coopération culturelle qui a une forme juridique qui permet la gestion d'établissements culturels de façon autonome. C'est-à-dire ça permet par exemple de ne pas être en régie directe, de ne pas dépendre directement d'une collectivité notamment. Donc oui, je pense que toutes les écoles le sont maintenant. C'est une forme juridique tout à fait adaptée. Marie, tu confirmes? Le but de cette révolution structurelle, c'était d'émanciper les écoles de la pression politique. Voilà. C'était le but. Je ne sais pas si c'est le résultat, mais en tout cas, c'est comme ça. Je crois que le résultat est très diversifié. Ça dépend vraiment des contextes. Donc voilà la situation de l'ISDAT. Après, donc les disciplines enseignées, elles le sont autour de 2 départements qui sont nés à la création de l'ISDAT. Un département Beaux-Arts qui comprend un enseignement DNA, donc équivalent licence, et DNSEP équivalent master, en art, en design et en design graphique. Du côté du département spectacle vivant, nous avons donc des formations d'enseignants. Nous formons des futurs professeurs de danse et de musique, mais aussi pour la musique des interprètes dans divers instruments, jazz, musique classique et musiques actuelles. Voilà donc pour les cursus, les formations. Ce que je suis en train de mener, c'est un projet qui déjà essaie d'échapper à ces 2 blocs, spectacle vivant et Beaux-Arts, avec les arguments suivants. Je pense que c'est un petit peu arbitraire et surtout c'est une construction culturelle que d'associer systématiquement la musique à la danse et d'associer le design aux arts plastiques et le design graphique aux arts plastiques. C'est quelque chose que moi ça m'intéresserait d'échanger avec vous d'ailleurs là-dessus parce que je pense qu'il y a une sorte d'évidence culturelle dans nos sociétés, mais ce n'est pas du tout une évidence essentielle, anthropologique ou même artistique. Et je trouve intéressant, et c'est une chance que nous avons à l'ISDAT de pouvoir tenter d'autres combinaisons. Et c'est la raison pour laquelle on est en train de ne plus travailler sous forme de département, mais à travers 5 disciplines qui vont être à égalité. Ça a une vocation de redistribuer les cartes entre spectacle vivant et Beaux-Arts, mais aussi à l'intérieur de chaque ensemble. Je pense que c'est intéressant de bien montrer qu'un designer n'est pas un artiste n'est pas un designer graphique a une pratique spécifique par rapport à l'art ou au design. Ce sont des choses importantes à dire parce qu'on a quand même une sorte de paradigme Beaux-Arts. D'ailleurs, nos écoles s'appellent souvent encore Beaux-Arts. Et il me semble intéressant de travailler à partir d'une situation qui est celle de l'émancipation de ces disciplines. Est-ce que le design n'est pas une discipline assez émancipée pour exister par lui-même plutôt que sous le chapeau des Beaux-Arts, sachant que ça me semble très intéressant pour les deux, c'est-à-dire la pratique artistique, mais aussi pour la pratique en design, que d'être autonome pour pouvoir mieux se contaminer, dialoguer, etc. Et pareil, du côté de la musique et de la danse, il y a historiquement une espèce de préemption de la musique sur la danse. Ça se retrouve au niveau du financement, etc. Et pourtant l'histoire récente de l'art, par exemple de la danse, montre qu'il y a beaucoup plus de relations entre les arts plastiques et la danse contemporaine qu'entre la danse contemporaine et la musique, par exemple. Enfin, plus au sens où il y a des affinités très fortes, récentes, des affinités artistiques qui sont tout à fait intéressantes. Voilà, je trouve que on est en position de réinterroger ça et de travailler cela.
Bonsoir. Alors, l'ESAD, École supérieure d'art et de design des Pyrénées, c'est effectivement un EPCC, donc un établissement public de coopération culturelle depuis 2012. C'est donc l'ESAD, École supérieure d'art et de design des Pyrénées, c'est la... Alors, j'ai pas de... C'est bon, là, vous m'entendez? Bon, excusez-moi. Donc l'école que je suis venu représenter ce soir et essayer de vous amener un témoignage, en fait, au départ, c'est deux écoles municipales, celle de Pau et celle de Tarbes. Donc concrètement, à peu près comme étaient toutes les écoles d'art en France, hormis les écoles nationales. Et au moment au moment où il a fallu appliquer les accords de Bologne, parce que c'était décidé bien avant, mais à un moment donné, il a fallu les appliquer. Donc au moment où il a fallu les appliquer, moi j'étais encore dans cette école comme enseignant à Tarbes, avant que j'aille vivre une autre vie, un moment à Paris et revenir avec une autre fonction. La grande question se posait de savoir ce qu'il en était réellement, ce qu'allait amener réellement ces EPCC. Qu'est-ce qu'allait être la recherche? Qu'est-ce qu'allait être ces problématiques de faire venir dans des écoles d'art des théoriciens? Et avec quelle école se marier, surtout? Bon. Et pour nous, ça a été une grande aventure. Moi, j'ai quitté l'école à ce moment-là, c'est-à-dire est-ce qu'on va à Tarbes, donc est-ce qu'on va à Limoges, par exemple, pour suivre la filière matériaux, par exemple la céramique, puisqu'il y a une spécialité céramique à Tarbes, ou est-ce qu'on va à Toulouse parce qu'on est en Occitanie? Tout simplement, à savoir que si Toulouse nous acceptait, ce qui n'était pas sûr du tout à l'époque, de toute façon. Donc, in fine, la chose s'est faite de manière, on va dire, sur un argument assez simple de taille d'école. Et Pau et Tarbes se sont mariés, à savoir que ce sont deux écoles municipales, donc c'était deux écoles municipales à 40 km l'une de l'autre qui ne se regardaient pas. Enfin, il faut bien l'entendre. C'est-à-dire que c'est un mariage forcé, d'une certaine manière, qui s'est mis en place avec des équipes qui n'avaient pas le même regard sur la pédagogie, qui n'avaient pas le même regard sur l'enseignement. Voilà. Donc, les personnes qui m'ont précédé à ce poste ont eu un courage infini. Certainement, pour mettre en place une rationalisation, on va dire, au moins au niveau fonctionnel administratif de ces deux écoles. Et quand je suis arrivé donc en 2015, je suis arrivé dans une école qui avait déjà une structure donc administrative existante. Deux équipes qui effectivement sont restées avec leur richesse commune et l'idée c'était soit d'aller vers une fusion la plus complète possible des deux sites, soit en fin de compte de laisser vivre leur vie à ces deux sites et à ces deux équipes en essayant de trouver des passerelles à un autre niveau, par exemple que celui de la recherche, ou tout simplement dans le cadre du premier cycle, sur la première année, des passerelles entre les étudiants. Pour une raison simple d'ailleurs, c'est que j'ai toujours pensé que les étudiants ne savent pas dès la première année, enfin, on pourrait me contredire tout à l'heure, mais ne savent pas dès la première année ce qu'ils souhaitent exactement et que la meilleure chose à faire, c'est de leur laisser le temps de faire le choix. Voilà, très clairement. Alors, quand cette EPCC, moi, quand j'ai pris les rênes de l'école, c'était une option art unique qui gouvernait deux mentions. Une mention design graphique multimédia pour le site de Pau et une mention art et céramique pour le site de Tarbes. Tout de suite, l'idée quand même est arrivée d'essayer de reconquérir une option qui a été perdue dans le cadre du passage de l'EPCC, qui était l'option design. Cette option design existait sur le site de Pau, mais a été perdue au moment du passage, tout simplement parce qu'elle n'était pas encore assez inscrite
territorialement et qu'il a bien fallu, à un moment donné administrativement, trouver une option qui gère réellement les deux sites. Et donc ça a été l'option art. La volonté politique, on va dire, du maire de Pau, le fait qu'on soit passé d'un lieu, certains d'entre vous l'ont connu, la fin de la Villa Formose avec les bâtiments qui s'écroulent, le 25 rue Cassin qui était un ancien lycée hôtelier, donc absolument pas quelque chose de digne d'une école d'art, pas d'espace réel représentatif d'une école d'art. Enfin, une volonté politique qui fait qu'aujourd'hui, depuis peu, le programme a mis 1 an et demi à sortir, mais depuis peu, nous avons une nouvelle école sur le site de Pau avec des espaces quand même qui sont dignes, on va dire, d'une école d'art qui accueille aujourd'hui 167 étudiants dans de bonnes conditions. Bon, c'est à souligner quand même. Donc le fait quand même qu'il y ait une réelle inscription depuis le travail de Jacques Norijon, en fait, donc qui était juste avant Odile Biec, le fait qu'il y ait eu un véritable travail sur le design, et notamment le design graphique, dans cette école, a fait que, effectivement, moi j'ai mis, on va dire, tout mon travail dans l'idée de reconquérir cette option design. Et le fait d'avoir des nouveaux bâtiments, enfin arrivés, font qu'aujourd'hui, nous avons, grâce à une commission Knesser-Orvag, nous avons... Alors oui, pour nous, on va dire peut-être HERS, c'est pas mieux. On va dire que je ne sais plus comment. C'est Conseil national, l'enseignement recherche, enseignement supérieur. Bon, voilà. Donc c'est eux qui légifèrent, on va dire, et c'est eux qui ont légiféré sur notre dossier pour nous raccorder l'option design que nous n'avions plus. Donc aujourd'hui, l'école supérieure d'art et de design des Pyrénées, c'est pour ça qu'il y a le D qui est accroché, est en option design et est en option art. Voilà. Alors l'option design sur le site de Pau, c'est 2/3 des formations. L'option art, elle, s'arrête au DNA, Diplôme national d'art. Voilà. Ensuite, les étudiants qui rentrent en option art sur le site de Pau et qui souhaiteraient continuer sur une option art en second cycle, soit ils vont à Tarbes, soit ils vont à Toulouse, soit ils vont dans d'autres écoles au niveau français. Et sur le site de Tarbes, donc c'est une option art avec une mention art et céramique disruptive. Alors je m'arrête un moment sur ce mot parce que j'en suis le fautif. C'est d'abord une belle idée de Jim Fauvet qui est là dans la salle de vouloir introduire plutôt une idée de la céramique comme expérience, tout simplement. Voilà, c'est-à-dire éviter en fait de faire une école de céramique qui soit trop identifié à des choses liées à la poterie ou des choses trop liées aux matériaux ou aux médiums. Donc c'était l'idée de se servir de l'atelier, faire de l'art contemporain avec tout ce qu'on peut faire, hein, de la vidéo, de la photo, de la céramique. Et la céramique disruptive, c'était une manière de réintroduire le jeu, en fin de compte, et l'expérience dans la céramique. C'est-à-dire, c'est dire aussi, en fin de compte, que l'on forme des gens sur des techniques de céramique, mais que cette formation sur les techniques de céramique n'exclut pas du tout toute l'innovation possible avec l'art contemporain. Voilà, très simplement. Peut-être parce que je ne l'ai pas fait, donner quelques éléments quantitatifs pour compléter sur Toulouse. C'est à peu près un peu moins. C'est en gros, disons, 500 étudiants en formation initiale, toutes disciplines confondues, et environ 500 personnes inscrites à des cours du soir ou cours pour adultes. Donc ça fait en gros une communauté de 1000 apprenants. Et voilà. Bien, merci. Oui. Juste rajouter ce que j'ai parlé de Pau à 167 étudiants, mais Tarbes c'est 90, donc vous faites le calcul. Et en cours du soir, pour donner les cours, c'est 250 étudiants. Donc on est évidemment une plus petite école clairement que Toulouse, mais plus grosse que Bordeaux. Bien, merci pour ces exercices de comparaison. On a employé plusieurs mots, entendu plusieurs mots sur lesquels il faudrait peut-être revenir. On a évoqué Bologne. Ce sont des accords qui ont permis de structurer les enseignements
artistique à l'échelle de l'Europe. Donc c'est des accords qui ont été négociés au niveau européen et qui ont visé à introduire le système dit LMD, c'est-à-dire licence, master, doctorat, dans les écoles d'art en calquant cette hiérarchie diplômante sur l'université. Le but de cette unification, qui d'ailleurs n'a pas été réalisée dans tous les pays d'Europe, hein. L'Allemagne a résisté à Bologne, la France s'y est jetée corps et âme, mais pas elle seule. Le but initial, en tout cas, de ce système généralisé était de favoriser la mobilité des étudiants et l'équivalence des crédits niveau par niveau. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un étudiant dans une école d'art à Toulouse, à Pau ou à Tarbes peut se prévaloir de ces crédits n'importe où en Europe et il y sera nécessairement accepté, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Personnellement, je considère que c'est un progrès qui a été obtenu et ça a été accompagné évidemment par le système Erasmus qui favorisait l'expatriation temporaire des étudiants. Expatriation qui n'est pas un vain mot quand on vit au bout de la France comme on se trouve en Occitanie, loin de beaucoup de choses et d'une façon très enclavée. Et Toulouse est une ville particulièrement enclavée. Donc toute occasion d'aller voir du pays ailleurs est bienvenue et profondément formatrice. Et le système LMD a contribué à cette émancipation territoriale des écoles. Là, je suis en train de vanter la réforme. Aujourd'hui, on peut s'interroger, et je vous pose la question à l'un et à l'autre, sur un autre usage ou une autre finalité qui semble de plus en plus se révéler du système LMD appliqué aux écoles d'art, c'est que ça favorise presque à marche forcée leur rapprochement avec l'université, et que plus l'université se voit rapprocher des écoles d'art ou inversement, moins les écoles d'art ne peuvent se prévaloir de leur spécificité. Donc ma question serait double. N'y a-t-il pas un effet pervers du système LMD? Et deuxièmement, quelle serait la spécificité des écoles d'art face aux enseignements comme les arts plastiques ou subsidiairement l'histoire de l'art, telle que l'université les pratique, et souvent de façon extrêmement brillante. Ce n'est pas toujours le cas, mais devant des enseignants, je ne vais pas dire autre chose. Je pense cela. L'hétérogénéité, à mon sens, des écoles d'art par rapport aux formations que l'université dispense, y compris à des gens qui ont plus ou moins un statut d'artiste, notamment dans le domaine des enseignements des arts plastiques, cette hétérogénéité me paraît irréductible et en même temps, elle est de plus en plus contestée. Qu'est-ce que vous pensez de ce point? Oui, je commence peut-être. Il y a certainement un risque de normalisation, mais moi j'ai la conviction, puisque je le constate chez nous, qu'il y a une vraie capacité à inventer des formes, par exemple en matière de publication d'étudiants, de mémoire, etc. Finalement, il y a quand même une très très grande liberté et on peut inventer une façon de faire qui est tout à fait spécifique. Pour prendre cet exemple-là, mais il y a un paradoxe aussi que je voudrais souligner, c'est la question de la recherche, par exemple, où effectivement on n'a pas du tout résolu la question dans nos réseaux, disons écoles d'art et de design, alors que justement on était censé s'approcher du système universitaire. Et là, par contre, il y a un hiatus énorme, puisqu'il n'y a pas de statut d'enseignant-chercheur, etc. Donc, enfin voilà, comme première réponse, je ferai ça. Ce qui est à constater, en fin de compte, c'est que l'arrivée dans les écoles d'art de théoriciens, donc des docteurs en histoire de l'art, en esthétique, en sémiotique, a été quand même un apport considérable. C'est-à-dire passer, on va dire, peut-être les 2 premières années de difficultés, peut-être de frottement un peu. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que tous les théoriciens que l'on emploie, tous les théoriciens docteurs que l'on emploie dans les écoles d'art soient prêts à faire le mouvement inverse, sinon peut-être pour des raisons de salaire, soient prêts à faire le mouvement inverse vers l'université, quoi.
il y a eu, en tous les cas, en ce qui concerne, alors je parle de ce que je connais, hein, évidemment, je ne peux pas parler au nom des 44 écoles qui sont sur le territoire, mais de ce que j'ai vu, en tous les cas, c'est quand même une très belle structuration des écoles. Et pour le coup, effectivement, quelque part, une requalification des diplômes. C'est assez important parce que, dans le fond, il faut d'abord penser aux étudiants et le fait que lorsqu'ils rentrent dans une école d'art, une partie certainement un peu par défaut parce que voilà, se sentent pas nécessairement la fibre pour faire des études supérieures classiques, on va dire, et donc rentrent dans ce système. Mais au bout de 5 ans, leur diplôme, avec la réforme licence, master, doctorat, fait en sorte qu'ils ont quand même un diplôme qui vaut au niveau européen. Et ce diplôme et la formation qu'ils ont reçue pendant les 5 ans de leur cursus, la méthodologie qu'ils ont appris pendant les 5 ans de leur cursus, là je fais une petite incise, cette méthodologie n'est pas du côté théoricien. Je pense que les artistes enseignants dans les écoles d'art, même s'ils n'ont pas le statut d'enseignant-chercheur, sont des gens qui ont une très très grande méthodologie. Donc cette méthodologie, ils l'acquièrent par transmission avec les artistes enseignants et évidemment, ils la développent au niveau théorique aussi avec les théoriciens. En fait, ces diplômes les préparent tout simplement aussi à re-rentrer dans des filières doctorales, s'ils le souhaitent, ensuite en université. Et là, nous, on se situe géographiquement donc, à Pau et à Tarbes, avec l'université Pau Pays de la Dour à côté, l'université Paul Sabatier ici, l'université Bordeaux-Montaigne à Bordeaux. La possibilité, à un moment donné, de préparer, de remettre dans la tête de nos étudiants qu'ils peuvent, après 5 ans d'études, continuer en doctorat, c'est une offre que l'on doit évidemment prendre au sérieux et c'est quelque chose que l'on doit absolument mettre en place pour eux. À ce titre, je dois dire que la réforme, de ce côté-là, non seulement elle a permis de sauver les écoles d'art, je pense, sur l'ensemble du territoire français. Deuxièmement, elle redonne des possibilités et de l'avenir aux étudiants. Sans doute, tu veux enchaîner là-dessus ou je... Il y a 2 aspects dans ce que tu viens d'évoquer. Il y a le fait que les écoles aient recruté ce que tu appelles des théoriciens. C'est pas nouveau, ça remonte à, en tout cas au moins une trentaine d'années, qu'on a recruté autre chose que des historiens de l'art, notamment des philosophes ou des esthéticiens ou des sociologues. Et ça a apporté beaucoup aux enseignements qui pouvaient être dispensés sur un mode qui était finalement peu académique dans l'ensemble des cas. Mais une chose est de faire venir des savoirs dans les écoles, une autre chose est de rapprocher les écoles de la fabrique des savoirs que sont les universités. Et ça n'est pas du tout le même processus. Je ferme sur ce point pour évoquer la question du doctorat. Transformer les étudiants en doctorants, c'est une aventure, il faut le dire. Je ne sais pas où vous en êtes dans ce domaine, mais c'est très compliqué. Et il n'y a pas du tout d'accord des esprits sur la forme que doit prendre un doctorat en art, d'une école à l'autre ou d'une université partenaire à l'autre. Le pouvoir des universités étant très fort sur le plan normatif dans les relations qui sont nouées entre les écoles d'art et les universités. J'en ai vu l'exemple flagrant en Normandie. Et ça, c'est une question que je vous pose. Je n'ai jamais demandé à un jeune artiste que je rencontrais, ou moins jeune,
ou même vieux, de quelle école il était issu et s'il était docteur, masterisé ou licencié. Ça ne me vient pas à l'idée, et ça m'est jamais venu à l'idée. Barder les artistes issus des écoles, que ce soit designers, plasticiens, performeurs, musiciens, de diplômes, est sans doute comment dire, un enrichissement personnel, mais je ne vois pas en quoi ça les validerait dans l'activité artistique. Voilà. Et en tout cas, pour moi, ça n'a aucune valeur prédictive ou prescriptive. Et c'est une question que les écoles devraient se poser, me semble-t-il. Parce que, évidemment, il y a des écoles très gratifiantes en Europe, en Suisse, en Angleterre, dont il est bon de dire qu'on vient, mais elles se comptent sur les doigts d'une main. Et c'est pas... Vous pouvez sortir de la Villa Arson, dans le meilleur des cas, on croit encore que c'est gratifiant. Vous pouvez sortir de Goldsmith ou de La Haye, et ça vous fait un petit viatique, mais ça ne fera pas de vous un artiste. Et c'est pour moi une énigme de comprendre ce qui a pu pousser nos technocrates à adopter avec tant d'enthousiasme le doctorat et à introduire cette notion absolument incompréhensible de recherche dans le monde des écoles d'art. Et là-dessus, tout éclairage me sera un bienfait. Non, mais derrière, enfin, avant de revenir sur la question de la recherche et du doctorat, tu posais dans ce que tu dis, il y a la question de la scène artistique, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des endroits entre guillemets privilégiés, et je pense que ça joue dans le choix des étudiants pour aller dans telle et telle école. Donc ça va au-delà des écoles, c'est aussi la scène, le contexte dans lequel une école se déploie. Mais après, moi je suis complètement d'accord sur la spécificité de la recherche en art, et tout artiste, de toute façon, pardon pour la banalité, mais est en recherche, fait de la recherche. Et donc il faudrait plutôt pousser cela et inventer des nouvelles formules qui nous soient spécifiques, effectivement, plutôt que celles du doctorat. Ce qui n'empêche pas d'avoir des doctorats de faire des doctorats couplés, par exemple, avec l'université. Jean-François, je ne sais pas si... Oui, les doctorats couplés, c'est tout à fait possible, et même c'est quelque chose qu'il faut envisager sérieusement, notamment avec des codirections de thèse. Alors moi, je parle toujours du même point de vue, c'est-à-dire d'une école qui se retrouve aux marches du royaume, donc face au mur nord des Pyrénées. Par rapport à un bassin de recrutement qui recouvre évidemment les écoles de Bordeaux et de Toulouse, donc qui est largement le bassin de recrutement Occitanie Sud-Ouest, on va dire. En tous les cas pour la licence. Après, pour le master, ça vient d'un peu partout, mais pour la licence. Et donc la sociologie des étudiants qui sont les nôtres, c'est quand même pas 100% de gens qui viennent dans une école d'art pour être artistes. Clairement, je pense que s'il y en a 3%, c'est généreux. Donc, les autres, ils viennent pourquoi ? S'ils ne viennent pas pour être artistes, ils viennent à un moment donné pour continuer des études, pour essayer de trouver des métiers dans des logiques créatives, ce qui, je pense, est peut-être moins idiot que beaucoup d'autres métiers. C'est peut-être aussi parce qu'ils ont perçu que dans un avenir plus ou moins proche, les métiers créatifs ont quand même plus de chances, dans le fond, que les métiers automatisables. Il y a quand même chez les jeunes que l'on a à un moment donné cette idée qu'il faut quand même obtenir un diplôme, que c'est mieux d'avoir une licence ou un master que d'avoir rien du tout, que c'est peut-être plus intelligent d'être sur des logiques créatives que sur d'autres types de logiques. Voilà. Et donc, nous, derrière ça, qu'est-ce qu'on fait ? Bien sûr que ceux qui sont dans des
logiques artistiques, qui veulent être artistes, qui ont la puissance et la ténacité pour ça, je veux dire, le deviendront de fait. En tous les cas, tout sera fait pour qu'ils le deviennent. Master, DNA, doctorat, pas master, pas DNA. Je veux dire, le passage dans les écoles d'art devrait les aider effectivement à devenir des artistes. Mais après, il y a tous les autres. Et tous les autres, en fait, il faut leur préparer des filières. Et en France, c'est comme ça. Moi, je ne vais pas réinventer le pays ce soir. Il y a quand même un poids des études, de l'aspect littéraire. On est un pays très analytique. Donc, à un moment donné, effectivement, quelqu'un qui sort avec un diplôme, un master ou un doctorat, légitimement, a plus de chances d'être intégré dans un système qu'un autre. Voilà. Donc, par rapport aux étudiants, moi, c'est vraiment à ça que je pense, et leur fournir cette possibilité. Alors nous, on n'a pas de doctorat en propre, on n'a pas de DCRA non plus en propre. C'est pour ça que les alliances se préparent avec ceux qui font des doctorats. On n'a pas de doctorat en propre, on n'a pas le moyen de financer un doctorat en propre, on n'a pas de DCRA, encore moins, puisque ce n'est pas financé. Alors, DCRA, c'est un diplôme... Voilà, supérieur de recherche artistique, c'est le doctorat du ministère de la Culture, mais qui n'a pas de financement propre. Bon, donc, pour moi, l'idée, elle est toujours là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on intègre un étudiant en première année, s'il veut devenir artiste, il doit devenir artiste, on doit tout mettre en place pour ça. S'il veut poursuivre des études qui ne deviennent pas artistes, mais qui deviennent un créatif... Je fais un distinguo là qui est un peu stupide, hein, mais bon, voilà, c'est de fait. On doit lui fournir aussi cette possibilité. Mais peut-être dire aussi une chose, c'est que je pense que la spécificité des étudiants qui sortent de notre réseau d'écoles, contrairement à des filières plus professionnelles, c'est souvent des gens qui ont un esprit critique, un regard sur le monde qui est beaucoup plus développé et qui intéresse d'ailleurs, c'est à double effet parfois pervers d'ailleurs, hein, qui intéresse certains réseaux professionnels. Mais je pense que ça, c'est très important, avec une approche aussi très plurielle entre justement un apport théorique important et un apport pratique. C'est-à-dire, ce sont des gens qui savent faire, qui font des choses, qui produisent. Et je pense que c'est une des grandes différences avec l'université, justement, cette possibilité. On pourrait dire que les écoles d'art sont d'abord les écoles du malentendu. Quand beaucoup d'étudiants y arrivent, c'est sur un certain nombre d'illusions dont il faut les aider à se défaire. Et ensuite, ils trouvent évidemment dans les écoles quantité de chemins possibles pour répondre à une question qui ne s'était pas posée ou à une démarche qu'ils n'avaient pas imaginée. Et on peut évidemment se prévaloir, comme on le fait toujours, parce que les écoles d'art sont quand même un peu mal aimées du système éducatif supérieur. Et donc, on défend toujours les écoles d'art face à d'autres systèmes de formation en France en disant c'est les écoles qui font le moins de chômeurs. Ça, c'est la grande théorie. Vous faites une école d'art, vous ne serez pas au chômage. Vous ne serez pas forcément ni artiste, ni designer, ni céramiste d'élite, mais vous saurez faire des choses qui vous permettront de trouver votre place dans la vie économique du pays. Et c'est pas faux. Il y a un bien plus faible taux de chômage chez les étudiants qui sortent des écoles d'art. Mais y entrer est une chose, en sortir en est évidemment une autre. Et on peut se demander, il y a une cinquantaine d'écoles d'art en France qui, par exemple, font diplômer au moins une dizaine d'artistes chaque année. Ça veut dire que chaque année, l'État, je m'adresse à l'État qui est face à moi, l'État estampille à peu près 500 jeunes gens comme étant des artistes. Ils sont diplômés en art. C'est juste insensé. Par rapport à la capacité qu'a la scène de l'art à absorber cette offre. Et c'est l'école du malentendu à l'entrée et c'est le supermarché des illusions à la sortie.
Et comment résorber ces deux handicaps. Alors, les choses ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, pour entrer dans une école un petit peu estimée, il faut faire une prépa. Et donc, d'un seul coup, c'est un problème de classe et de capacité économique. Les étudiants qui font des prépas ont toutes les chances de rentrer dans de meilleures écoles, si tant est qu'elles soient effectivement meilleures, mais dans des écoles réputées meilleures que les autres. Et c'est intéressant de voir, par exemple, à Genève, dont vous savez sans doute que je viens, que c'est les enfants de la bourgeoisie française qui rentrent à l'école d'art, parce qu'ils ont pu se payer 1 an ou 2 ans de prépa astronomiquement cher, et que les pauvres prolos de Genève n'arrivent pas à être compétiteurs au concours d'entrée. Et donc, puis en plus, vivre en Suisse suppose un certain train de vie. Donc là, il y a un problème d'injustice de classe qui est très fort, je le dis en passant. Et ceux qui sortent d'une prépa sont au moins dégrossis, c'est-à-dire que les malentendus initiaux ont été atténués ou au contraire même, retirés des esprits. Et ensuite, il faut essayer d'acquérir au moins une connaissance du champ, et pas simplement des formes de l'art, de son histoire. On enseigne de moins en moins l'histoire de l'art dans les écoles d'art, ça vous le savez. Et c'est un phénomène sur lequel on peut s'interroger. Moi, ça me panique, mais il y en a d'autres qui trouvent ça très bien. À La Haye, par exemple, à Genève, on n'enseigne rien avant 1900. Tout ce qui précède ne compte pas. Et je pense qu'ils vont bientôt passer à 1945 parce que c'est du temps perdu d'étudier les avant-gardes du XXe siècle, compte tenu de l'état du marché aujourd'hui. Et il n'y a plus besoin d'un sens de l'histoire. Et donc, ce n'est pas la peine d'avoir des historiens et un enseignement d'histoire de l'art. Ça affecte beaucoup d'écoles aujourd'hui. C'est une vraie question, de savoir de quoi on dote les étudiants des écoles pour qu'ils puissent appréhender le champ et en même temps le situer dans une perspective historique. D'où l'importance des théoriciens. Mais je ne suis pas sûr qu'ils aient longtemps du travail dans les écoles d'art, les théoriciens, tels que je vois évoluer les choses à l'échelle européenne. Et peut-être qu'on sera les dernières écoles à recruter des historiens de l'art, mais leurs jours sont comptés, parce qu'on n'a plus besoin d'histoire aujourd'hui. Vous le savez. Et les étudiants ont parfois du mal à se dire que ce serait éventuellement utile. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup d'étudiants dans la salle, j'espère être lynché en sortant. Mais donc, je ne veux pas en faire une leçon, mais juste l'expression d'une inquiétude. Parce que les écoles d'art ont vocation à transmettre des compétences pour prendre la suite d'une histoire, que ce soit dans tous les domaines où elles offrent une formation. Prendre la suite et pas simplement inventer l'expression la moins fatigante de ses désirs. Prendre la suite, c'est relever le défi des prédécesseurs. Et ça, je ne suis pas sûr que le système LMD en garantisse l'effectivité. C'est ça que je voulais dire. J'essaye de faire l'avocat du diable, mais je me sens proche du diable. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas de membres du conseil d'administration de l'école, parce qu'autrement, on va supprimer 4 postes. Alors, de là où je suis, encore une fois, l'enseignement de l'histoire de l'art existe. Il n'est pas menacé, a priori. Mais c'est peut-être aussi la taille de l'école et sa situation qui veut ça. Je veux dire, c'est pas une école de métropole. Donc, de ce côté-là, on est peut-être moins atteint. Après, ce que je voulais dire, c'est que indépendamment de la réforme LMD, je suis assez d'accord, cette réforme, on l'a prise, on nous l'a proposée, on l'a prise, on l'assume. Indépendamment de la réforme LMD, ce qu'il faut à un moment donné pour créer cette relève, enfin si on peut parler de relève artistique,
c'est le temps nécessaire. Donc c'est de la maturation pour les étudiants. C'est donc pas que des programmes, c'est donc pas que de l'enseignement, c'est aussi une possibilité de travail en atelier, c'est beaucoup de temps passé à expérimenter. Et c'est ça, en fin de compte, qui fait aussi la grande force des écoles d'art aujourd'hui, c'est que pendant 5 ans, si vous avez envie de prendre vraiment votre temps, 7 si vous voulez, vous avez effectivement la possibilité de travailler sur un matériau qui vous est à la fois très proche et très lointain, c'est-à-dire vous-même, de prendre les distances nécessaires, d'acquérir les savoirs. Alors, dans un premier temps, c'est vrai, dans les écoles d'art, dans ce système de transmission, c'est peut-être plutôt des savoirs dits utiles, c'est-à-dire ce qui va nourrir votre projet de manière assez immédiate. Mais au-delà de ce savoir utile, c'est un peu la théorie des dominos, c'est-à-dire que vous allez chercher petit à petit et creuser et creuser et creuser et aller plus loin. C'est comme ça que les bibliothèques sont infinies et qu'on n'arrive jamais au bout, quoi, en fin de compte. Donc moi, je crois beaucoup à l'enseignement des écoles d'art en France. Je pense que s'il y avait quelques changements de paradigme à un moment donné et qu'on était moins sur des logiques de marché, on va dire globalement, ou des logiques de financiarisation, il ne serait pas impossible que les écoles d'art deviennent des vrais modèles. Alors, moi, je dois dire que bon, à l'ISDAT, il y a de l'enseignement d'histoire de l'art. Il y en a peut-être de plus en plus, et tu en es même un des responsables, puisque Christian Bernard est invité à partir de cette année à donner un séminaire qui vient compléter les propositions que nous faisons aux étudiants. Mais moi, mon sentiment, c'est qu'il y a peut-être une part de naïveté, je ne sais pas, mais c'est qu'on a une vraie liberté. Et je ressens de la part justement du ministère de la Culture, comme en l'occurrence de la ville chez nous, une vraie attente vis-à-vis de ce que nous pourrions proposer. Je pense qu'on a une vraie capacité à proposer. Donc c'est plutôt une question de projet d'école qu'une question d'oukase et de tentative. Voilà. Je pense que personne n'attend de l'ISDAT, par exemple, qu'on réponde à un marché. Par contre, que l'ISDAT se pose la question du marché dans certains des domaines qu'il enseigne, etc., c'est une évidence aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vraiment, on a une vraie responsabilité et je pense une vraie liberté. Après, on peut ne pas être suivi, mais on peut mener des combats. Il faut bien tenir sur ses positions parce que beaucoup d'écoles aujourd'hui en Europe sont confrontées à l'impératif de répondre à des marchés et à préparer au marché. Et c'est en tout cas le cas dans le domaine anglo-saxon, mais aussi en Europe germanique, notamment en Suisse. Et tant que les écoles françaises sont épargnées par ces nouvelles formes d'injonction, elles conserveront un peu du souvenir heureux de ce qu'étaient les écoles, c'est-à-dire des endroits où on pouvait faire à peu près n'importe quoi, n'importe comment, pendant beaucoup d'années, jusqu'au jour où quelque chose pouvait cristalliser et faire de vous plus que ce que vous étiez en entrant. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui tend à diminuer. En tout cas, je ne parle pas de vos écoles d'Occitanie qui ont l'air d'être une sorte de Baba au Rhum, enfin non, de camp d'Astérix. Je me référais à Astérix, mais c'est un vrai sujet d'inquiétude de faire des marchés, disons de la production symbolique, le modèle des étudiants, présenté aux étudiants. C'est quand même un vrai problème, même si les étudiants ont des capacités critiques dont je ne doute pas et qu'ils les aiguisent au fil de leur cursus. Voilà. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire en réponse à tes derniers propos. Mais à un moment donné, tu as évoqué l'idée de scène. Où est-ce qu'une école est utile? C'est une vraie question, parce que une école à Tarbes ou à Pau a certainement quantité de justification, mais est-ce qu'elle est là dans un contexte qui lui est favorable? Je ne crois pas qu'il y ait une scène de l'art nulle part sans qu'il y ait au moins une école d'art. C'est un des éléments absolument indispensables à l'existence d'une scène artistique. Mais quand il n'y a
que l'école d'art. Il n'y a pas de scène artistique. Et quand il n'y a pas de scène artistique, il n'y a pas de contagion de la pensée de l'art, de la vie de l'art ou des activités symboliques. Et c'est un vrai problème. Et la solution à ça, elle est économique. C'est la capacité de se déplacer, d'aller là où les choses sont construites en scène. Et qu'est-ce qu'une scène? C'est quand il y a un nombre suffisant d'institutions dévolues à l'activité artistique, que ce soit des centres d'art, des grands, des petits, des moyens, des associatifs, des artistes run space, n'est-ce pas, Manuel, et des musées, et des collections, et des collectionneurs, et des galeries, et des critiques. Même à Toulouse, qui est une très grosse agglomération, on est loin d'avoir tout ça. Et donc, même ici, où vous êtes moins démunis qu'à Pau-Tarbes, par exemple, les étudiants n'ont pas accès à l'ensemble des interactions qui constituent une scène de l'art. Et comment faire avec ça? C'est vraiment un sujet d'inquiétude. Mais on a quand même pas mal de potentiel et de possibilités, ne serait-ce que notre proximité, par exemple. Je pense qu'on peut l'utiliser beaucoup plus. Le Printemps de septembre est une des principales manifestations en France en matière d'art contemporain. Voilà, il y a déjà des liens forts avec l'ISDAT, mais c'est le genre de choses qu'il faut cultiver et développer, je pense, en rapprochant même les choses sur le plan pédagogique. C'est-à-dire que vous ne soyez pas seulement un lieu d'apprentissage technique ou d'assistanat pour nos étudiants, mais que vous rentriez aussi avec l'équipe pédagogique dans nos problématiques de transmission aussi. Mais c'est vrai avec les abattoirs. Enfin, il y a quand même un terreau, un potentiel important. Et donc ça dépend aussi de nous que de savoir travailler en partenariat, en collaboration. Je suis bien d'accord. Donc ça veut dire exploiter au maximum, c'est ce que disait mon camarade, c'est exploiter au maximum l'existant. Et donc pour ce qui concerne Pau et Tarbes, une scène nationale, un centre d'art consacré au graphisme et à l'art contemporain à Pau, le centre d'art de Saint-Gaudens, un autre petit centre d'art, Image à Orthès. Ça ne fait pas une scène, mais ça fait quand même des points où les choses sont visibles, visualisables, on va dire, où il y a des échos, en tous les cas, qui peuvent faire sens. Après, ça veut dire aussi du déplacement, c'est vrai. C'est-à-dire que, oui, les écoles, dans ces cas-là, doivent pallier au fait que, hormis les musées locaux, qui sont souvent quand même pas du tout des musées ridicules, que ce soit celui de Pau, que ce soit celui de Tarbes, vous avez quand même de très très belles choses à y voir en art classique et en art moderne, contemporain, plutôt sur celui de Pau. Après, c'est des voyages. C'est donc des voyages à Toulouse. Donc, par exemple, l'école affrète un bus pour le printemps de septembre chaque année. C'est des voyages à Bordeaux, évidemment. C'est des voyages au Biennale. Quand on le peut, les années fastes, Venise. Autrement, après, en fonction des programmes de recherche, c'est quand même aussi des voyages à l'international qui ne manquent pas dans l'école. Donc les étudiants, et c'est vrai, alors ça, typiquement, je l'ai vécu, mais je ne suis pas sûr que ce soit totalement lié à nos situations de recul. J'ai constaté avec des amis profs à Strasbourg ou ailleurs que des étudiants ne fréquentaient pas non plus les musées, par exemple. Voilà, on pourrait faire des sondages, mais donc le fait d'affréter effectivement un voyage, d'aller à Strasbourg, d'aller à Bâle, on l'a fait, de faire les musées du Rhin, d'aller à Paris. Je veux dire, ça permet effectivement de donner la possibilité aux étudiants d'être en vis-à-vis avec des œuvres d'art. Et souvent, effectivement, on se rend compte à ce moment-là que c'est assez exceptionnel le résultat que ça produit. Parce qu'évidemment, c'est totalement différent de voir une œuvre d'art en vis-à-vis que de regarder une reproduction sur Internet. Voilà.
Mais nous n'avons pas d'autre possibilité, nous, dans nos situations, qu'effectivement mettre en place des voyages. Alors moi, je voudrais compléter sur justement le contexte toulousain et la chance que l'on a d'être un établissement pluridisciplinaire fait qu'il y a des migrations possibles entre les champs. Et par exemple, à Toulouse, il y a une actualité culturelle en fait extrêmement importante, riche. Par exemple, quand on s'intéresse à la performance, qui est une pratique importante à l'ISDAT, c'est un bonheur, parce qu'à travers la programmation du Garonne, du Théâtre de la Cité, du Sorano, etc., vous avez plein de propositions qui sont justement à la croisée de plein de choses. Quand on voit François Chéniaud récemment, par exemple, c'est quelqu'un qui intéresse potentiellement des étudiants de plein de champs. Donc je pense qu'il y a, en fait, il y a plein de possibilités, mais elles ne sont pas saisies. Effectivement, moi je constate ce que Jean-François vient de dire, c'est que les étudiants, mais alors c'est pas que de leur faute, c'est aussi les questions de coût, de prix de la mobilité. Je pense qu'une des clés, c'est la mobilité. Et on en est loin. Je me rends compte que c'est souvent rédhibitoire, quoi, un billet de train. On est à 3 heures de Barcelone, qui est peut-être une des autres capitales, disons, proches de nous. Je ne pense pas que nous fréquentions, et encore moins les étudiants, assez, par exemple, cela, mais parce que ça coûte cher. Donc, transmettre, c'est aussi disposer de moyens qui permettent d'élargir les horizons. Et c'est un enjeu énorme pour des écoles qui, aujourd'hui en France, sont démunies de ces moyens, la plupart du temps. Enfin, financer des voyages individuels ou collectifs reste l'exception rituelle de 3e année, ou de 5e année, ou 4e année, plutôt qu'une pratique vraiment régulière. Et c'est aussi un sujet d'interrogation. Mais si on essayait maintenant de répondre de façon plus générale et plus pragmatique à la question de à quoi ça sert d'avoir des écoles d'art, à part de faire du bien à des jeunes gens qui recherchent ce type de bien, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Bon, là, ce serait peut-être bien de partager aussi avec la salle, parce qu'il y a peut-être... C'est un peu lâche, mais pas... démagogue, mais c'est très bien. En tout cas, moi, pour le dire de façon, pardon, c'est un peu général, mais moi je crois que c'est le seul endroit, et je dis ça aussi parce que j'ai des remarques et des retours de gens extérieurs, d'autres milieux qui viennent, par exemple, pour des journées portes ouvertes, etc. Quand ils voient ce qui se passe dans ces écoles, ils sont hallucinés. Ils se disent, mais c'est incroyable que vous autorisiez ça, quoi, que ce soit possible. Donc moi, ce que je pense, et bon, je pense que c'est unanimement partagé ici, c'est que c'est quand même déjà l'école de la liberté, mais méfions-nous de la doxa de la liberté, parce que parfois, comment dire, ça peut être assez autoritaire, cette doxa-là, parce qu'il faut aussi structurer les gens. Mais voilà, je pense que c'est... Les libertés, c'est les endroits où on apprend potentiellement à inventer, à créer et à fabriquer le monde. Voilà, je le dis de façon un peu pompeuse, mais c'est ça, littéralement. Et c'est ce qu'on attend de nous, bien souvent. On attend des gens qui sont capables, avec un imaginaire extrêmement développé, de réinventer les choses. Alors, je ne voudrais pas employer le mot disruptif, qui vient plutôt du business. Mais... Non, mais il vient du business, mais il a aussi une... Il a aussi une... Quand il vient du business, il est plutôt dans sa version négative. Mais il a aussi une version positive. Bon, enfin, ça, c'est la langue française. Qu'est-ce que je peux dire ? Moi, j'ai envie de dire que lorsque j'étais... si j'étais encore étudiant aujourd'hui, il est probable que je m'orienterais plus vers une école d'art que vers ce que j'ai fait. Mais à l'époque, je ne savais pas que ça existait, les écoles d'art, donc je ne pouvais pas y aller. Mais aujourd'hui, je serais candidat, tout à fait. Pour des raisons simples, elles ont été évoquées par Jérôme, et on l'a dit un peu tout au long de cet entretien, c'est que c'est un des rares endroits où on peut effectivement, où un étudiant peut effectivement élaborer un projet personnel. Excusez du peu, mais il n'y en a pas beaucoup comme ça d'endroits qui vous permettent ça. Donc leur utilité, elle est là, elle est dans cette possibilité effectivement de réinventer des modèles.
Et encore une fois, je pense que si les paradigmes changent un peu, il n'est pas impossible que les modèles des écoles d'art fassent vraiment modèle, quoi. Je me répète, mais je pense c'est des écoles assez exceptionnelles. Si on n'est pas pris dans le régime de la production, dans le système tel qu'il est, je veux dire, si on arrive en s'en détacher et essayer de trouver autre chose, si on n'est pas pris dans les logiques de trouver de l'emploi, et ben effectivement, je crois que les écoles peuvent avoir des beaux jours devant elles. Et puis, il y a un paradoxe qui est qu'il y a une sorte d'efficacité. On est censé être inefficace, mais quand je vois, par exemple, des ingénieurs qui nous rendent visite, finalement, ils nous trouvent extrêmement efficaces parce qu'on va très vite dans des choses qui sont impensées. Bien. J'ai pas du tout songé à déprécier les écoles, hein. J'ai essayé d'exprimer des avis légèrement divergents. Dans l'expérience que j'en ai eue et que j'en ai encore, ce que j'ai toujours aimé dans les écoles d'art et que je crains de voir disparaître, c'est qu'elles étaient des espaces pouvant accueillir des jeunes gens qui étaient finalement mal à l'aise dans le système scolaire, qui ne s'y épanouissaient pas et qui ne s'inscrivaient pas dans une logique de reproduction qui les conduisait à l'université logiquement. Et ils se retrouvaient dans les écoles d'art avec tout ce sentiment d'un inaccomplissement qui pourrait trouver un territoire d'indulgence et de facilitation. Et j'en ai vu des dizaines et des dizaines trouver là leur place qu'ils n'avaient jamais trouvée avant. Et on pourrait parler d'une dimension thérapeutique, au sens de thérapeutique sociale, des écoles d'art. Et ça n'est pas rien, parce que ça a une vraie utilité d'offrir un espace de réconciliation à des jeunes gens qui sont rebutés par le système scolaire. Pour les diplômes, c'est une autre histoire. Tous finissent par l'avoir à peu de choses près et leur valeur est très relative. C'est une façon de remercier les parents d'avoir payé les études. C'est la seule efficacité des diplômes pour moi. Mais en même temps, c'est une façon de symboliser un respect de soi au terme d'un parcours improbable. Ce qui caractérise l'étudiant d'école d'art pour moi, c'est son improbabilité. Et la responsabilité d'une école, c'est d'accentuer cette improbabilité, de l'accompagner, de lui épargner toute forme de normalisation. Voilà. Et c'est ainsi qu'on se trouve face à des gens sidérants quand ils sont dans cette excellence improbable. Ce n'est pas le cas de tout le monde, évidemment. Les écoles d'art sont aussi un espace de reproduction mimétique, porteur de quantité d'illusions, mais c'est inévitable, ça. Et... Oui, vas-y. Je voudrais intervenir quand même parce que même si... Alors, je ne voudrais pas nier le fait que nous sommes une reproduction sociale aussi, comme tu le disais, mais il ne faut pas oublier qu'on a énormément d'étudiants, et chez nous dans tous les domaines, et ça se retrouve aussi en danse et en musique, mais surtout beaucoup en danse, d'étudiants boursiers et d'étudiants qui bossent à côté pour financer leurs études. Donc c'est pas que papa-maman. Il y a quand même un investissement personnel, beaucoup de temps. Et voilà. Je sais très bien ça. Ce que je veux dire, c'est que le diplôme, à un moment donné, ça dédouane ces jeunes gens d'avoir passé 5 ans ou 6 ans dans une école dont les parents doutent de l'efficience. Voilà. C'est une façon de clore un chapitre de la dépendance. C'est tout ce que je veux dire, et c'est pas méchant, hein. C'est normal, hein. On monnaie ce qu'on peut. C'est méchant ? Ben non, c'est un fait vérifiable. Voilà. Maintenant, j'aimerais donner la parole à la salle. Et n'hésitez pas à la prendre si vous le souhaitez. Oui. Bonsoir, Sergei Volkonski. Avant de poser ma question, j'aimerais juste reprendre ce que Jean-François nous a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que cette réforme des écoles
n'a pas permis de sauver toutes les écoles. Je peux en témoigner en étant un ancien prof de Perpignan. La question que je voulais poser, elle touche justement à ce mariage forcé dont vous parliez tout à l'heure entre les écoles d'art et les universités. J'ai parfaitement compris ce que l'université pouvait apporter aux écoles d'art, et j'aimerais savoir ce que les écoles d'art ont à apporter à l'université. Oui, c'est vrai que toutes les écoles n'ont pas survécu, malheureusement. Alors, je sais pas, je ne suis pas un spécialiste de l'université, sincèrement. Et n'ayant pas dans le cursus de l'école, n'ayant pas de doctorat, n'étant pas confronté à ce qu'est la mise en place opérationnelle d'un doctorat ou d'un DCRA, enfin, on en a parlé tout à l'heure, et la mise en place aussi administrative que ça implique. J'ai une idée des coûts, mais j'ai pas une idée de ce que c'est, puisqu'on n'en délivre pas. Du coup, je ne sais pas trop ce qu'on apporte à l'université. Ce que je vois, c'est la manière dont l'université nous regarde à un moment donné. Dans les quelques entretiens que nous avons eus, et récemment avec l'université Bordeaux-Montaigne, puisqu'ils sont en train de mettre en place un vaste programme, un campus des métiers, des qualifications. Je veux dire, on a eu l'occasion un peu de discuter avec eux de différentes choses. Et en ce qui me concerne, bon, ces histoires de formation m'intéressent, mais c'est pas là que je veux en venir. C'était justement leur doctorat, puisqu'ils ont des doctorats qui pourraient intéresser des étudiants en école d'art. Comment eux, ils nous regardent, en fin de compte. C'est-à-dire, est-ce que nos étudiants les intéressent? C'est surtout ça, c'est-à-dire que est-ce qu'après leur master, ils vont être poliment remerciés en disant non, allez voir quelqu'un d'autre, ou est-ce qu'effectivement une ligne peut se mettre en place avec chaque année 1 ou 2 étudiants qui peuvent éventuellement suivre cette filière? Bon, rien n'est fait pour le moment, mais ce que je vois, c'est qu'il y a effectivement un intérêt pour ce qu'on représente nous, c'est-à-dire toute cette part aussi liée à la pratique, à l'atelier, qui est pourtant pas absent de l'université, parce qu'ils ont en art plastique, ils ont aussi des ateliers, mais peut-être, en fin de compte, que c'est la manière que l'on a d'enseigner dans les ateliers et d'être dans les ateliers que l'université n'a pas ou pas encore, je ne sais pas, et qui les intéresse. Alors, est-ce que c'est plus le côté artiste de nos étudiants, évidemment, que le côté théoricien? Je pense que c'est plutôt ça. Et là, je parle d'universités qui ont des départements art plastique, évidemment. Non, mais en fait, tu as dit à la fin ce sur quoi je voulais insister, c'est qu'effectivement, nous, on le constate souvent dans des workshops couplés avec l'université. Il y a des points de vue extrêmement différents, en fait. Et les uns et les autres sont curieux mutuellement, réciproquement. Et on apporte effectivement une autre culture. La question de l'atelier est extrêmement importante. Et même s'il y en a parfois dans les universités, il n'y en a pas tant que ça. Donc c'est une spécificité. Et oui, c'est surtout le point de vue qui est très différent, en fait. Et oui, alors nous avons aussi, par exemple, un master d'orgue que nous menons avec l'université. On apporte dans ce master pratiquement l'essentiel du contenu pédagogique. Finalement, l'université nous apporte la possibilité de délivrer le master, le diplôme, mais l'essentiel du contenu vient de nous. Et les possibilités de rebond, parce qu'on est en train de le faire évoluer, on réfléchit éventuellement à un master qui irait de la musique baroque jusqu'à la musique électronique en passant par l'orgue dans sa tradition la plus classique. Ça, c'est une capacité d'invention qui vient beaucoup plus de nous que de l'université, par exemple. Une autre question ? Le calme, on vous a assommé.
On va bientôt, dans 5 minutes, on s'arrête. Donc. Peut-être je change. Je vous parce écoute. que j'ai beaucoup de questions en fait, mais est-ce que possible je suis totalement d'accord avec vous sur la question de le doctorat en art et tout ça. Et je pense qu'il y a en place une école de beaux-arts, c'est un énorme, c'est pas juste une professionnalisation, une carrière, c'est aussi une place pour les gens qui n'ont pas de place dans la société et tout ça. Je partage avec ce sentiment. Mais en même temps, est-ce que possible à dire aussi, l'autre côté de le doctorat, il y a aussi une sorte de superficial potential ou interdisciplinarity et annoncé dans comme une sorte d'excuse pour une certaine sorte de travail qui est un peu médiocre, mais qui aussi soit en fonction politique, où c'est possible dans une ville comme Toulouse, qui est très conservative, qui n'aime pas l'art plastique en fait. Les abattoirs est le seul centre d'art qui est fermé deux jours par semaine dans toute la France, je crois. Il y a aussi le centre d'art comme BBB ou Le Common qui a une dure façon à se vivre. Mais en même temps, à Toulouse, à l'École des Beaux-Arts, qui a cette belle position ici, c'est difficile pour nous d'avoir une face publique, pour peut-être d'arriver à cette face publique. Il y a un appel d'une idée où c'est possible de mélanger danse avec art ou avec musique classique, avec ça. Personnellement, je suis un peu sceptique sur ce projet. Je pense, oui, il y a des critiques à dire sur la notion d'un doctorat en art, mais aussi dans le marché de l'art aussi, il y a une certaine c'est possible d'avoir un certain scepticisme sur la relation entre interdisciplinarity et theory et l'art et tout ça aussi, où ça sert, différents maîtres, politiquement, mais aussi, c'est compliqué, j'ai dit beaucoup. Oui, la question, j'ai perdu la question. La question est que, est-ce que possible de faire la même critique sur la notion de, theory, interdisciplinarity et tout ça, la même critique sur le doctorat, sur ça aussi, c'est le même, nous sommes entre deux feux, avec ça. L'interdisciplinarité, c'est un problème épistémologique très délicat sur lequel j'ai un grand scepticisme, donc je ne vais pas me prononcer là-dessus. Ce que je voudrais juste dire, mais je ne veux pas parler non plus à votre place, c'est que ce qu'on appelle doctorat dans les écoles d'art, d'abord, ça représente un petit nombre d'expériences à l'heure actuelle, je ne sais pas combien de dizaines, mais très peu. Beaucoup sont seulement en cours et ils sont extrêmement différents selon les écoles et selon les accords qu'elles ont passés avec les universités qui leur apportent une forme de garantie. Ça veut aussi dire que les écoles d'art ont besoin de s'adosser à la garantie des universités, ce qui est d'une certaine façon intéressant, mais aussi paradoxal. Parce que sur quel... où les universités vont-elles chercher leur garantie, sinon en elles-mêmes? Voilà. Mais on peut comprendre ça, mais les diplômes de doctorat qu'on délivre depuis quelque temps et qu'on va délivrer de plus en plus nombreux maintenant sont extraordinairement différents dans les exigences auxquelles ils ont répondu en termes de rédaction, en termes de compétences théoriques et en termes de résultats plastiques. Et certaines écoles ont vraiment réussi à faire de ce moment du diplôme le prolongement de l'activité artistique naissante de l'étudiant. Voilà. Et quand c'en est le prolongement bien rationalisé, enfin bien explicité, bien clarifié et intensifié, c'est très bien. On peut appeler ça un doctorat. Quand c'est un détour par rapport, tel Ménard et Pécuchet, une sorte d'infinie liste de citations qui fabrique un bricolage théorique, ça n'est pas extrêmement intéressant. Voilà. Et en tout cas, si ça prend le nom de doctorat, c'est pas au sens où on le dit dans d'autres disciplines. Voilà. Et je crois que
les artistes ont besoin de bricoler avec des notions, des concepts, des lectures. Et je le dis au sens de Lévi-Strauss du bricolage, c'est une modalité de la pensée. Et il n'y a rien à déplorer. Les modes changent, les références changent. Un jour, Deleuze publie Le Pli et 3 semaines après, toutes les écoles d'art ne parlent plus que du Pli. Et qui a lu Le Pli Je me demande encore. Mais voilà, ça c'est une chose. On a demandé aux artistes d'être des théoriciens, ça n'est pas leur demander d'être artistes. Voilà. Et il y a des artistes qui sont de très remarquables théoriciens. Je pense par exemple à Victor Bergin, qui a été un véritable enseignant et quelqu'un qui a des choses à dire au plan théorique, extrêmement nourrie et cohérente et sérieuse. Beaucoup d'artistes utilisent des lambeaux de théorie pour fabriquer des occasions de pensée productives dans leur champ, mais qu'on ne peut pas évaluer de la même façon qu'on évalue d'autres productions à caractère théorique. Nous vivons une période de transition, de transformation, donc tout est flou, les contours restent flottants, et c'est sans doute une chance à saisir, parce qu'on peut proposer beaucoup de choses à ce titre, mais ça va se normaliser. Tout va trouver les voies de l'habitude et de la reproduction dans les années qui viennent. Donc ce moment de grâce où on peut proposer au titre du doctorat quelque chose de créatif, gardons-le le plus longtemps possible. C'était un peu la réponse que je voulais vous faire. Bon, oui, mais aussi, je pense, peut-être à Chine, le Beaux-Arts de Toulouse, il y a un effort de... Et aussi, j'ai vu ça en Angleterre aussi, d'institutionnaliser ce bricolage, en fait. C'est comme une sorte de marque ou une sorte de branding, et j'ai peur de ça, Ah oui, c'est pas grave. Il y a une autre question qui se pose, je trouve, sur le doctorat. Bon, il se trouve qu'en Occitanie, on n'a pas, donc on en parle beaucoup sur quelque chose qui ne me concerne pas directement, mais ça finira bien par être le cas. C'est que, quelle que soit la forme, la signification et la valeur que peuvent avoir les quelques expériences qui existent actuellement, si on prend le cadre des doctorats historiques, on va dire sur l'université, ce qui existait jusque-là, en principe, les personnes, il me semble, de mon expérience de titulaire de doctorat et de mes conversations avec d'autres personnes et qu'on était dans la même position, quand on fait un doctorat, qu'on se lance dans ce travail-là, c'est évidemment parce que c'est extrêmement stimulant, enrichissant, et que c'est voilà, un travail personnel. Mais il y a aussi une finalité derrière. On pourrait poser la question du doctorat, celle qui était l'intitulé de la soirée pour les écoles d'art, à quoi ça sert? À la fac, quand on fait un doctorat, généralement, il y a le projet derrière d'être enseignant, chercheur. Pour ceux qui ne se destinent pas à l'enseignement à la recherche, d'occuper dans le monde de l'entreprise des positions particulières, du côté des sciences dites dures, par exemple. Tous les titulaires de doctorat ne vont pas nécessairement devenir enseignant-chercheur, mais ils ont après des carrières spécifiques dans le champ entrepreneurial. Qu'est-ce qu'un artiste titulaire d'un doctorat va pouvoir faire valoir de plus que celui qui est titulaire d'un DANSEP? À cette question-là, dont j'ai eu l'occasion de discuter souvent comme ça de manière informelle avec des amis, la seule réponse tangible qu'on voit, c'est que c'est ces artistes-là qui deviendront profs en école d'art. C'est la seule chose. La reproduction des docteurs. Voilà, c'est la seule chose de concrète que l'institution puisse leur offrir aujourd'hui. Évidemment, ce sera super pour ceux qui font des doctorats, en soi, l'exercice du doctorat, mais quand en tirer quelque chose qui justifie l'engagement autre que de l'expérience humaine de 3 années d'études ou plus, la plus-value, ça sera d'obtenir les postes d'enseignants en école d'art, et ça, c'est quand même la catastrophe. Oui, ça veut dire que tous ceux qui n'auront pas de doctorat ne seront pas enseignants. Plus de postes dans les la catastrophe, c'est pas que des docteurs sont enseignants en école d'art, c'est que ceux qui n'en aient pas ne puissent pas l'être. Ça va écarter beaucoup de gens intéressants des écoles d'art. Et là, je pense que les écoles étant directement les actrices de cela, il y a une responsable. Cette question, elle n'a pas été... tout le monde, si on y réfléchit 5 minutes, c'est bien que ça suppose ça, mais j'ai l'impression que c'est une question qui a été mise sous le tapis et que l'institution école d'art en France, à travers ses diverses représentations étatiques, de représentations diverses, l'Ambéa, etc., on fait l'autruche par rapport à cette question, ou alors ceux qui y réfléchissent sont satisfaits de cette possibilité, mais il me semble qu'elle n'est pas très réjouissante. Ce paradoxe n'a pas été traité à ma connaissance. Peut-être que c'est le cas.
juste, les écoles ne sont pas du tout initiatrices de cette histoire liée au doctorat. Je ne connais pas une école en France, à part lorsqu'il y a eu la tentative du ministère donc, de financer des DCRA, c'est-à-dire des doctorats d'école, que les écoles aient été initiatrices pour ça. Par contre, la situation étant ce qu'elle est, à un moment donné, la possibilité que les écoles ont d'offrir à des étudiants des bifurcations, que les écoles elles-mêmes soient des bifurcations, et la possibilité qu'ils ont ensuite de raccrocher à des systèmes, j'emploie le terme ascient hein, pour le coup, de raccrocher sur un système universitaire, pourquoi pas ? C'est tout. La chose qui, évidemment, me serait le plus pénible, c'est si, effectivement, demain, les doctorats venaient détruire les capacités qu'ont les écoles aujourd'hui à former des artistes. Je rappelle en même temps que 100% des artistes ne sortent pas des écoles d'art hein, non plus. Bon, avec Adam, on a une discussion régulière sur les questions alors je ne sais pas quel mot employer, en tout cas de la question des disciplines et de la pluralité des disciplines et de la chance ou pas que ça peut constituer dans un établissement. On en a longuement parlé, mais c'est bien peut-être... Moi j'aimerais bien expliquer 2-3 choses parce que tout le monde ne participe pas à ces discussions. Mais moi j'ai bien pris le soin au début, alors trop rapidement, mais de rappeler que le projet porté, c'est un projet qui va au contraire justement réaffirmer un certain nombre de fondamentaux dans les disciplines. Il y a vraiment faire en sorte que les gens parlent de quelque part et de pratiques bien spécifiques pour mieux, et éventuellement, et ça on l'encadre effectivement et on en crée la possibilité, éventuellement pour mieux travailler ensemble. Mais je pense que c'est une chance énorme que l'on apporte à nos étudiants que de pouvoir dialoguer avec d'autres champs et avec des homologues qui ont d'autres pratiques. Et on le voit de toute façon, on sait bien qu'aujourd'hui, on est dans un monde de plus en plus spécialisé. Alors c'est caricatural dans la science, mais ça veut dire qu'on n'a plus de vision globale, on manque de généralistes, on manque d'instances généralistes pour simplement regarder ce qu'on est en train de faire. Et la preuve, la catastrophe dans laquelle nous sommes en train de nous embarquer au niveau planétaire, ça vient aussi de cette vision extrêmement, pas que mercantile, mais aussi extrêmement spécialisée. Et c'est pareil dans la santé. On s'intéresse beaucoup plus aux fragments du corps qu'au corps. On s'intéresse plus à la maladie qu'à la santé, etc. Et vous voyez où je veux en venir, c'est-à-dire qu'il faut essayer de dézoomer. Et la chance que l'on a à l'ISDAT, c'est qu'on peut avoir cette vision plus globale et créer cette biodiversité qui fait que on va être tous plus riches et les uns les autres et mieux pratiquer ce que l'on fait parce qu'on aura entendu d'autres choses, d'autres points de vue, d'autres pratiques. Enfin, moi, j'y crois fondamentalement. C'est vrai en science, c'est vrai dans toutes les pratiques. On s'enferme, on s'appauvrit quand on reste entre soi. Oui, Manuel. Bonjour. En parlant de dézoom, je me pose... on a parlé de scène artistique. Là, juste une parenthèse avant de poser ma question. Je pense qu'il y a une responsabilité collective de toutes les structures et aussi des structures en bonne santé, ou en tous les cas en meilleure santé que d'autres. Donc un principe de solidarité qui doit opérer dans une co-construction de ce qu'est une scène. On ne va pas s'étendre sur les réalités de Toulouse qu'on connaît tous, on a entendu le mot conservateur, il était bienvenu. On sait, l'école va former des artistes ou des créatifs, des créateurs qui vont se retrouver sur un territoire, mais on les encourage évidemment à bouger, à partir, voire revenir, mais pour revenir, il faut qu'il y ait des cadres de travail. Ici, il y en a très peu, il y a très peu d'espaces de travail, il y a peut-être quelques espaces de diffusion, mais avec peu de moyens. Voilà pour un constat rapide. Après, justement, depuis Lieu commun, nous travaillons énormément avec de jeunes artistes, des artistes émergents qui viennent de l'ISDAT ou d'ailleurs, et on est très souvent confrontés à, je ne sais pas si c'est un problème, mais au fait que ces jeunes artistes, eh bien, justement, ne sont pas du tout au fait des réalités administratives de leur inscription dans la société en tant qu'artiste.
de leur responsabilité fiscale, ce type de choses. Et je voulais savoir ce qu'il en était, on parle toujours de professionnalisation, ce qu'il en était au sein des écoles par rapport à ces enjeux-là aussi, qui pour moi, je pense, font partie aussi finalement de cet épanouissement d'un citoyen actif et conscient, d'autant plus que notre statut d'artiste est des plus complexes, et là aussi il y a des combats à mener. Voilà, il y a une lutte en cours, je le signale. Il y a un groupe qui s'appelle Art en grève Occitanie. Bon, on s'est greffé aux manifestations de la retraite, autant vous dire qu'on est assez peu concernés. Mais j'espère qu'il y aura aussi des manifestations sur l'assurance chômage. Et là, nous sommes vraiment concernés en tant que travailleurs indépendants ou artistes. Et le statut d'artiste n'existe pas. Donc il y a vraiment des chantiers à mettre en œuvre ensemble. Et voilà, je voulais savoir où en étaient ces chantiers dans les écoles. Alors peut-être pour l'ISDAT, on a un certain nombre de programmes, et notamment un programme qui s'appelle Fin d'études, début de carrière, que l'on mène avec le BBB. Donc il y a un module où un certain nombre d'informations sont apportées aux étudiants. C'est certainement pas suffisant et on y travaille. Alors il arrive dans l'équipe Clémence, Clémence, j'ai fait le coup, hein. Clémence Fraisse ici présente, qui vraiment prend en charge toute la question du développement, et ça comprend le développement des partenariats. Parce que ce que tu dis, ça passe beaucoup par la relation avec des structures professionnelles et dans la vie réelle, quoi. Et puis la formation continue, l'insertion professionnelle, etc. Donc c'est un chantier que l'on prend à bras-le-corps et qui va prendre beaucoup d'importance dans l'ISDAT. Pardon, mais du coup je prends la parole en tant que directrice du BBB par intérim, Marie Bechtal. Parce que du coup cette question-là, en effet, on l'a posée aussi au sein de l'équipe. En arrivant, j'ai découvert qu'il y avait dans ce centre d'art une partie formation, une formation à la fois sur des questions administratives, mais aussi il y a des programmes courts et des programmes longs, avec à la fois vous pouvez aller voir sur le site, mais des cours d'anglais, des cours sur les portfolios, des cours, voilà, différents cours qui viennent en fait finalement compléter des enseignements en école d'art. Et moi ça m'a beaucoup questionné au début. Je me suis dit pourquoi c'est pas déjà au sein de l'école, pourquoi c'est un plus qu'un centre d'art peut apporter. Et en même temps, du coup, on joue un rôle qui est hyper important de suivi et d'accompagnement des artistes à la sortie des écoles d'art. Et voilà, moi je découvre peu à peu ce programme que je trouve absolument magnifique et dont j'ai des bons retours. Peut-être il y a des personnes qui le suivent qui sont là ce soir. Voilà, en tout cas, c'est des vraies questions. Qu'est-ce qui finalement manque dans les écoles d'art, ce que vient de souligner Manuel, et surtout cet aspect du principe de réalité, qu'en fait, un des trucs compliqués, c'est surtout les questions, on en parlait ce matin au sein de l'ISDAT, les questions des devis, des questions administratives, du statut des artistes, maison des artistes, comment tout ça fonctionne, et qui sont souvent une espèce de problème qui se pose. On sort de l'école, on ne s'est pas du tout posé ces questions pendant 5 ans, et là, on se retrouve dans la vie réelle, la vie active. Et si on a des commandes, si on a des partenariats, si on a des choses à faire, on ne sait pas du tout comment s'en occuper. Donc voilà, le BBB est une des options pour ça, et lieu commun aussi. En tout cas, et Jean-François va dire quelque chose, mais je voulais juste rajouter que, à mon avis, c'est une question de timing. C'est le bon moment. Et c'est ça qui est super compliqué, c'est de toucher les étudiants au bon moment, c'est-à-dire au moment où ils en ont vraiment besoin. Oui, je vais dire la même chose, à vrai dire, et d'abord saluer le travail que vous faites, Lieu commun et BBB. On est en Occitanie, bon, Paula n'est pas là, mais vous avez vos homologues de Bordeaux qui font aussi ce travail. En tant qu'école, moi je suis obligé d'avouer qu'effectivement, de mon bureau de directeur, je suis obligé de dire que il y a un truc qui ne marche pas. Voilà, on n'est pas bon de ce côté-là, clairement. Et en même temps, si on est si tant pas bon que ça, c'est que y a quelque chose, et que c'est vrai que c'est aussi une question de timing. C'est-à-dire que
à chaque fois qu'on a essayé de mettre en place des choses, des partenariats dans ce sens-là, ou faire venir des auteurs spécialisés, des avocats spécialistes du droit d'artiste, des gens comme ça. Donc on a les moyens de les faire venir en conférence ou en séminaire à un moment donné. À chaque fois qu'on a essayé de faire ça, je veux dire, on se rend compte quand même que les étudiants sont assez peu portés, sauf à rendre totalement obligatoire la session. Les étudiants sont assez peu portés à les suivre, tout simplement parce qu'il n'y a pas l'urgence aussi pour eux. Et donc, quelque part, peut-être qu'il faudrait qu'on prévoie ça. Alors, la 5e année, c'est un peu compliqué, parce que la 5e année, elle est quand même dédiée au diplôme. Alors, peut-être qu'il faudrait, dans le cadre d'une 6e année, faire quelque chose d'un peu plus spécifique. Mais en fait, je suis d'accord, il faudrait des paliers en même temps. J'ai un collègue à Strasbourg qui avait monté un séminaire. Ça a duré 3 ans. Voilà, puis c'est des choses qui se sont arrêtées. Je pense qu'il y a une difficulté réelle à ce que les étudiants se saisissent à un moment donné de l'intérêt pour eux. Voilà, déjà parce qu'ils ne se projettent pas forcément dans une structure ou dans une autre en sortant. Donc, Mais enfin, juste, je voudrais citer un exemple rapidement. La semaine dernière, le réseau Air de Midi organisait une journée professionnelle au locaux à Montpellier. Et sur la première table ronde, nous avions invité Grégory Jérôme, qui est, lui, justement, enseignant. Il a un poste à la IR, à Strasbourg, où à l'année, il est disponible en direction des étudiants et des anciens diplômés au sujet de toutes ces questions techniques et administratives. Et là, par rapport justement à une réponse de timing ou temporalité, moi j'aime bien aussi travailler quand il y a des exemples qui fonctionnent. Je pense que voilà, ils ont valeur justement d'exemplarité. Et je crois qu'il faut aussi tous voilà, regarder à l'endroit où les choses sont à l'œuvre. Je ne savais pas pour cet enseignant. Moi, j'étais resté sur un programme plus ancien qui avait été monté par un autre enseignant. Donc, très bien. Alors, bon, c'est l'AIR. Je pense que j'aurais du mal, moi, à négocier un poste sur ces questions-là, alors que, dans le fond, l'équipe pédagogique me fera remarquer très, très vite qu'il en manque peut-être sur d'autres postes. Bon. Il y a une autre dimension, à mon avis, qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire, c'est la communauté de vie que nous constituons et comment nous tous, pas que les étudiants, on en fait partie, on est co-responsables. C'est-à-dire qu'on n'est pas, et ça moi c'est quelque chose que je remarque fortement, que j'avais remarqué avant ailleurs évidemment, il n'y a pas que dans les écoles, mais il y a un rapport quand même majoritairement consumériste, c'est-à-dire je viens prendre un cours, je viens délivrer un cours, je viens faire mon boulot, je viens faire le ménage, je viens faire ci, je viens faire ça. Je pense qu'on a un énorme travail pour prendre conscience, et là on commence tout juste, par exemple, on met en place des groupes de travail qui sont actifs, qui vont vraiment agir, par exemple sur la question de l'éco-responsabilité et le tri. On est producteur, on génère énormément de déchets, de choses non employées, comment on travaille le réemploi. Alors je fais la boucle par rapport à la question qui a été traitée. Je pense que si on fait rentrer ces dimensions-là fortement dans les écoles, eh bien, on donne des clés professionnelles aussi. C'est-à-dire ça veut dire, par exemple, la Récupératech, qui est une association qui s'appelle La Dent Creuse à l'ISDAT, c'est porté par les étudiants. Ce sont des étudiants qui se prennent en main, qui savent faire des devis, qui savent constituer une association, faire vivre une association, etc. Il y a un côté professionnalisant, mais pas abstrait, qui est juste en acte parce qu'ils prennent des initiatives. En tout cas, il faut se réjouir que des lieux de ressources soient disponibles et fournissent ces informations qui, effectivement, ne sont pas forcément très attrayantes au sein de l'école. Voilà. Je pense que quand le besoin s'en fait sentir, on trouve le chemin des ressources. Et l'essentiel, c'est qu'elles soient là. Et si c'est le BBB qui le fait, tant mieux. Il y a de tas d'endroits en France où ça n'existe pas. Et ça n'est pas simple. Voilà, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter. Je voudrais dire juste un mot en conclusion. Encore une question ? Oui, une petite question. Je vous en prie. J'aurais vraiment aimé aussi savoir quelle place on accorde aujourd'hui dans les écoles à la dimension collective. Vous voulez dire, de quel point de vue ?
Par exemple, je me souviens qu'il y a quelques années, la question se posait de savoir si des étudiants pouvaient présenter un diplôme collectif. À l'époque, la réponse était non. Mais est-ce que ce sont des choses qui évoluent? Et est-ce que les étudiants sont aussi encouragés à pouvoir développer des collectifs, ce qui constitue aussi peut-être pour eux dans leur devenir une possibilité d'exister dans la cité? Quelques ans avant, à Toulouse, un duo de deux étudiants en troisième année a présenté le diplôme comme un duo. Je pense que c'est encore possible aujourd'hui. Si les étudiants ont développé un travail ensemble, c'est possible, n'est-ce pas? Moi, je fais passer un des NSEP à Bordeaux il y a 3 ans et il y avait un collectif de 4 étudiants qui ont passé leur NSEP ensemble. Par contre, ils obtiennent leur diplôme individuellement. Oui. Ouais. On n'en est pas là encore. Le passage était collectif. Bon, encore une fois, merci d'être venus nombreux et désolé aussi que Nicolas Bourriaud n'ait pu se joindre à nous. Si j'avais quelque chose à dire pour conclure, c'est qu'il n'y a rien de plus difficile que d'apprendre à être artiste ou créatif, qu'il n'y a rien de plus incertain, qu'il n'y a rien de plus vraiment indécidable, et que parmi tous les étudiants de toutes les disciplines qu'on peut connaître, celle d'étudiants en art est certainement la plus vertigineuse, la plus incertaine, peut-être la plus désirable, mais en tout cas souvent la plus douloureuse, parce que c'est incroyablement sans détermination. Voilà. Je vous remercie.